Pour le débrief de Smart Tech aujourd'hui, nous avons convié Alain Staron, cofondateur d'Artifil, et Yann Serra, grand reporter au MagIT. Bonjour à tous les deux à nouveau. Et restez avec nous en plateau Anthony Bourbon de Feed et Blast, dont il vient de révéler l'ensemble des contours dans Smart Tech. On n'a pas beaucoup de temps pour chaque actu, mais évidemment, Anthony Bourbon, vous pouvez participer au débrief avec grand plaisir. On va démarrer avec ces annonces sur le cloud souverain qui ont été faites lors d'un déplacement à Strasbourg pour l'inauguration d'un nouveau data center d'OVH Cloud. Yann, vous y étiez. Ma question simple, est-ce que ça valait le détour et le déplacement? Écoutez, alors Delphine, ça valait totalement le détour. En fait, j'étais même surpris que ça valait autant le détour. Il y avait deux annonces. En fait, finalement, il y a eu deux événements dans un seul. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu donc OVH Cloud qui effectivement faisait sortir de terre ce nouveau data center qui remplace celui qui a brûlé il y a 1 an et demi et qui était en fait finalement l'accident industriel du secteur. C'est-à-dire qu'en fait, ça va au-delà des rumeurs qu'on a pu dire sur est-ce que c'est mal fait ou pas. C'était un véritable accident industriel comme un accident d'avion. Et donc, c'était symbolique. Ils faisaient sortir de terre quelque chose de nouveau avec des prises de position qui sont assez étonnantes. Enfin, alors, très rapidement, il y a deux choses qui m'ont surprise là-dedans. C'est qu'en fait, dorénavant, vous savez, le problème qu'il y avait eu, c'est que les gens avaient perdu finalement leurs données. Oui. Ils ne se sont rendus compte après coup qu'il fallait faire des sauvegardes, mais ils ne le savaient pas. Et oui, c'était une option qu'il fallait acheter en plus. Bon. Et donc là, en fait, OVH va offrir les sauvegardes. Alors, ça coûte normalement très cher, donc c'est un investissement plutôt colossal. Alors, ils vont offrir les sauvegardes. Attention, hein, ça sera de la sauvegarde s'il y a de nouveau un accident. On pourra restaurer les données. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui coûte étonnamment cher, mais dans laquelle ils investissent, c'est qu'en fait, ils vont, pour le côté écologique, si on peut dire, du data center, ils le refroidissent directement dans les serveurs. Vous savez, le water cooling, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des trucs de gamers en fait, où les gens mettaient des tuyaux d'eau pour refroidir la carte graphique, pour pouvoir que ça déploie plus de puissance. En fait, ils font ça. Donc, alors, le design du serveur est totalement différent de ce qu'on connaît. Il n'y a pas de boîtier. Les machines sont nues. Ça va très, très haut. Et en fait, ils font passer des tuyaux d'eau. Et du coup, comme ça, ils ont alors manifestement donc, le score, c'est PUE. Alors, habituellement, c'est 1,57. C'est la consommation électrique que vous faites. C'est-à-dire qu'en fait, les 57, c'est ce que vous avez en plus qui ne sert à rien uniquement pour refroidir les serveurs. Là, ils sont à 1,1. Donc, c'est très bien d'un point de vue écologique. Et ça, voilà, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Sur la consommation d'énergie. C'est un véritable exemple. Alors, ça, c'était pour le côté OVH Cloud qui, montre l'exemple qui se veut un petit peu la locomotive des data centers en France. Et alors, on a eu quand même le déplacement du commissaire européen Thierry Breton, de Bruno Le Maire, de Jean-Noël Barrot. Enfin bon. Eh bien, écoutez, et alors là, voilà du beau monde, parce que les inaugurations de data centers, j'en ai fait beaucoup. En général, vous avez toujours les élus locaux, mais là, on avait quand même le gouvernement qui était là, et puis le commissaire européen. Alors, en fait, ils en ont profité pour en remettre une couche, pardonnez-moi, le terme n'est pas bon, mais pour appuyer en fait leur politique de cloud souverain. C'est super important parce qu'on se rend compte. Appuyer ou revirement, voilà. Il y a différentes interprétations. Disons qu'on est passé à une étape supérieure. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la France, en Europe, est le pays qui montre la voie du cloud souverain, qui dit non aux géants américains et avec... Écoutez, Bruno Le Maire, il a été assez clair, hein, même assez virulent, on peut le dire, en disant bon voilà, on ne peut pas accepter que les lois américaines s'appliquent sur les données des entreprises françaises. C'est pas possible, même si les Américains sont nos amis. Il n'est pas question, donc c'est la loi, c'est le Cloud Act. Qui permet... Et FISA aussi, qui permet effectivement aux Américains de ressortir des données des territoires où qu'ils soient. On doit accélérer, parce que j'ai dit qu'on avait quand même que 5 minutes par actu, on y est déjà. Donc, il y a eu quelques annonces très concrètes pour avancer sur cette stratégie de cloud souverain, notamment la création d'un comité stratégique de filière numérique de confiance qui va être dirigé par Michel Paulin, patron d'OVH. Tout à fait, oui. Mais alors, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ouais. Parce que, alors après, vous savez, ces comités, alors c'est très bien. En fait, l'idée, c'est d'encourager véritablement les entreprises à adopter plutôt des solutions françaises, nationales, souveraines, voire européennes, plutôt que des solutions américaines. En tout cas, ça, c'est vraiment un signal fort.
C'est-à-dire qu'en Comité fait, stratégique avec à la tête un baron, on va dire, du cloud européen. Ça, c'est un signal fort. Il y a aussi un dispositif d'accompagnement pour les PME qui veulent acquérir ce label Secnum Cloud, donc de cloud de confiance à la oui. française, et qui est très contraignant et qui donnait peu de chance jusqu'ici aux PME françaises. Hein. Mais c'est-à-dire qu'en fait, oui, parce que vous avez tout un tas d'examens à passer, vous devez faire valider pas mal de choses. Donc en fait, finalement, voilà, l'idée, c'est de pouvoir démocratiser les technologies françaises, parce qu'en fait, les Américains représentent aujourd'hui 70% en France des services vendus. Mais c'est incroyable. Donc, Enfin, c'est incroyable. Non, mais c'est énorme. non, mais ça veut dire que dans 70% des cas, on a nos données qui sont parties aux Mais États-Unis. en revanche, personne n'est revenu quand même sur les labellisations de sens et de bleu, Alain. Commentaire, vite fait. Non, non, très vite fait, mais effectivement, c'est un sujet. Ouais. C'est un sujet, c'est qu'aujourd'hui... Qui sont donc des alliances de grandes entreprises françaises avec des fournisseurs de cloud américains. Dont les avocats disent que ça ne suffit pas pour protéger les données. Voilà. L'alliance ne suffit pas. L'entreprise doit être franco-française, en tout cas européenne, mais si vous avez un bout d'un Google, d'un Microsoft ou d'un AWS, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est pas encore le discours du ministre. En revanche, c'était le discours de tous les gens qui étaient là. C'est-à-dire qu'en fait, de dire, donc effectivement, Sens et Bleu, en gros, c'est Microsoft et Google qui donnent leur technologie à Orange et à Thales pour faire du Microsoft et du Google en France. S'ils les donnaient, selon les lois françaises. S'ils les donnaient sans aucune condition, ça irait. Le problème, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, un monsieur dont je ne me souviens plus du nom, mais qui était très très bien dans l'assistance, qui m'a dit, là, on est en train de parler aujourd'hui de l'infrastructure. Donc, quand on parle de cloud souverain, on parle de l'infrastructure. Mais derrière, vous allez utiliser... Mais oui, parce que les entreprises, elles ne veulent pas... Justement, je propose, Yann, qu'on passe au deuxième sujet. On va donc parler de Microsoft qui revoit ses contrats de licence face à la pression de l'Union européenne qui commençait à enquêter sur des éventuelles pratiques anticoncurrentielles avec des clauses qui rendaient finalement difficile l'utilisation des logiciels de Microsoft sur des clouds externes concurrents. Voilà, exactement. Et alors, ça participe. Donc là, ça bouge déjà du côté de Microsoft. Oui, alors ça bouge, en fait, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire sur Bleu. Donc concrètement, le contexte est le suivant. Vous avez donc différents clouds, les clouds, et c'est donc dont Microsoft qui vend des logiciels. Et jusqu'à présent, quand vous vouliez aller dans le cloud, en fait, et que vous utilisiez des logiciels Microsoft, mais tout le monde utilise Word et Excel, donc c'était plus avantageux d'aller chez Microsoft. Voilà. Et donc, c'était très cher. En fait, il y avait les gens qui possédaient des logiciels Microsoft dans leur entreprise, en fait, à un moment donné, voulaient jeter les ordinateurs et passer au cloud. Et là, on leur explique concrètement que les logiciels qui devaient durer 5 ans, en fait, la licence, en fait, ils devaient en racheter des nouveaux. Donc ça, c'était un vrai problème. Et donc, Microsoft a dit, bon, écoutez, d'accord, ok, on fait amende honorable. Maintenant, du coup, vous avez le droit de prendre les licences que vous possédiez sur site pour les mettre dans le cloud et pas forcément dans le cloud. Pas forcément chez nous. Oui. En revanche, il y a une subtilité, c'est que vous pouvez le faire à partir du moment où ce sont des petits clouds. Ce sont des donc ce qu'on appelle des clouds privés. Alors, autrement dit, ça marche pas si on va chez Amazon exactement. Ou Google. Si vous allez chez Amazon, chez Google, ça ne marche pas. Et si vous allez chez OVH, c'est pas sûr que ça marche. En revanche, ça marchera très bien si vous allez chez Bleu. Moi, j'ai compris quand même sur n'importe quel fournisseur de cloud européen. Bon. Alors voilà. À vérifier. Chez OVH, ils m'ont dit qu'ils étaient a priori contents, mais prudents, parce qu'ils attendent quand même de voir s'il n'y a pas une subtilité dans les petites lignes des contrats de Microsoft, parce que Microsoft est très, très fort pour écrire des... Je vais quand même faire réagir Anthony Bourbon sur cette question de la souveraineté numérique. Comment vous vous positionnez, vous, au milieu de tout ce débat ? C'est évidemment très important que la France puisse tirer son épingle du jeu. On a beaucoup de retard quand on compare aux États-Unis, mais encore plus presque comparé à la Chine. Et c'est important que les startups puissent elles aussi exister. Et OVH, c'est le parfait exemple d'une réussite française où les petits investisseurs du début sont à mon avis très contents de la situation. Il faut continuer à forcer. Le gouvernement, quelles que soient nos opinions politiques, joue le jeu et essaie de nous pousser vers le haut, les entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. En tout cas, là, on a des leviers qui vont être... utilisés à la portée des PME françaises. On verra ce qu'il en ressortira, mais on ne peut pas parler totalement effectivement de revirement de doctrine, en tout cas pas encore, il me semble. On va passer à notre troisième actu.
Alors là, je voulais vous faire réagir sur Starlink, en fait, Starlink d'Elon Musk, de SpaceX, qui a mis un pied en France il y a un peu plus d'un an, c'était en mai 2021. Et donc, on découvre qu'il y a quand même 6500 abonnés. C'est pas mal. À 90 € par mois. Bon, et on nous parle 50. aussi... C'est descendu à 50. 6500, c'est à 90. On nous parle aussi d'accords avec des opérateurs. Il y a T-Mobile qui commence à annoncer qu'il va permettre des connexions directes avec Starlink en 2023, je crois. Elon Musk laisse plus ou moins entendre qu'il réfléchit avec Apple aussi à proposer une telle... Est-ce que le satellite, en gros, est-ce que le satellite, c'est le nouveau must? Franchement, c'est un truc qu'il faut reconnaître à Elon Must, Musk. j'ai pas dit Musk. Oui, oui. C'est un truc qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il a réussi à déringardiser cette technologie de satellite, parce que donc le satellite... Avant, c'était lent, ça coûtait cher, et voilà, c'était vraiment quand on avait rien d'autre sous la main. Non, écoutez, j'ai vérifié. En fait, les offres satellites qu'on avait depuis très longtemps en France, Ouais. elles ne coûtent pas plus cher que ce que propose Elon Musk. Non, mais Alors en là, il a France, baissé ses prix aussi en France. Il non, est passé voilà, de 90 à 50 €. voilà, et en fait, l'abonnement. le satellite coûtait déjà 50 € en Ah oui. France. Oui, bon, et en plus de ça. Alors, bon, après, c'est sur les kits, vous savez, vous devez Oui. acheter un kit pour. avec 480 € je crois, le kit. 480 pour € chez Starlink. Elon Musk. Et en fait, alors, mais en France, vous pouvez avoir un peu moins, un peu plus. Il y a 3 offres qui D'accord. existent. Bon, toujours est-il que il n'y a personne en France aujourd'hui qui a besoin de satellites. Et il a réussi à en vendre 6500 à, donc, du coup, au tarif de 90 €. C'est Mais ça en fait, il surfe sur la vague des mécontents de la mais c'est pas DSL, vrai, parce c'est qu'il y en pas a vrai. plein des gens qui... C'est pas vrai que qui- personne ouais. en a besoin, c'est pas vrai. Il y en a Moi, j'en plein ai qui ont... besoin. Moi, la fibre n'arrive pas chez moi, j'habite dans Paris. Voilà. Et Et la Orange est DSL venu 2 aujourd'hui, c'est fois pas pour satisfaisant. constater que non, il n'y a pas de fibre. Et la DSL, Ça marche pas. oubliez, quoi, Enfin, ça c'était au XXe siècle. Ouais, non mais peut-être, mais je suis désolé, mais c'est pas avec le satellite même de Elon Musk. Elon Musk, il a fait du satellite un Non. peu l'iPhone. Hein. C'est Non, non, que super ouais, clinquant, c'est oui. magnifique, mais C'est pas, honnêtement, ça va pas aller plus vite que. c'est pas vrai, parce que c'est pas le satellite qu'on connaissait avant, c'est les satellites qui sont en basse altitude. Il faut qu'ils en lancent des dizaines de milliers, des moyennes en Il faut quoi. savoir qu'on a des satellites européens. Il y a Eutelsat aussi qui a lancé un nouveau satellite super gros qui va permettre d'améliorer la couverture très haut débit. Oui, non, mais le En sujet n'est pas là. France- Le sujet est pas là. Si vous voulez vous équiper en satellite, jusqu'à présent, enfin jusqu'avant Starlink, il fallait prendre une belle parabole, bien la pointer et s'assurer que ça marche. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un petit machin, vous le pointez à peu près et ça marche tout le temps. Donc, Et vous allez faire quoi? Vous allez le mettre sur votre balcon à Paris, le petit machin? Bah oui, Je pas sais le même choix. pas si la voirie est d'accord. Hein, mais... Sur le balcon, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est Ouais. c'est pas grand. Hein. Non, mais Donc, en franchement, ne pas avoir de connexion à Paris. Honnêtement, Non, mais faut appeler on a Orange de ma part. hein. l'ARCEP, selon l'ARCEP, là, on est sur. Oui, on mais est voilà, sur il y a un 90%. effet quand même Il y a un effet. de mode d'Elon Exactement. Musk et Oui. voilà, qui a remis ça au Ouais, goût mais il y a du un vrai jour. besoin. Et il y a un vrai aussi besoin. un effet de mécontentement vis-à-vis des opérateurs qui, forcément, ne peuvent pas toujours assurer la bonne qualité de service. À mon avis, ça part aussi de ça. hein. Et c'est très vrai. On enchaîne. On enchaîne avec Jean-Noël Barrot, donc, qui a dit qu'il ferait tout pour arriver à atteindre les 100 licornes en France en 2030. Tout, je ne sais pas quoi, mais bon, voilà, c'est l'objectif qui a été fixé d'ailleurs par Emmanuel Macron à Vivatech au printemps. Est-ce que c'est bien de se fixer ces objectifs ou il faut arrêter avec ces objectifs quantitatifs finalement? Je pense que c'est très politique de mettre des objectifs chiffrés. Les licornes, c'est pas forcément ce qui m'attire ou c'est pas notre obsession quand on se lève le matin. Ce qu'il faut, c'est qu'un maximum d'entrepreneurs créent des sociétés, même si c'est des petites sociétés à 20 millions, 50 millions, 100 millions. Ça crée de l'emploi, ça fait un mouvement de masse. Et 100 licornes, c'est rien quand on compare au nombre d'entreprises qui sont créées chaque année. Donc je préfère qu'il y ait 10 000 petites sociétés plutôt que 10 licornes, personnellement. Ça crée de la tendance. Le sujet, je pense que- Alors la licorne, on rappelle juste, c'est donc une start-up qui est valorisée plus d'1 milliard de dollars. C'est parce que, grâce à des gens comme vous, n'est-ce pas, le financement en early stage devient de plus en plus facile. Et depuis quelques années déjà, hein, depuis la Startup Nation à peu près. Le sujet qu'on rencontre tous, hein, c'est comment on fait pour passer à vitesse supérieure. Enfin, je nous l'avais rencontré. Et c'est là qu'on a une sorte de zone grise, particulièrement en France, où c'est pas gagné. Et au bout du bout, pourquoi il n'y a pas de GAFAM européens? Et pour avoir des GAFAM européens, il faut passer par 15 licornes. Et s'il y a 100 licornes, c'est même pas sûr qu'il y ait assez pour avoir un
nouveaux GAFAM européens, ou BATX, hein, les Chinois BATX et les Américains Mon œil GAFAM, et nous, droit rien. voit Yann. En En désaccord. D'accord, je suis désolé, je vais être d'accord sur rien ce matin. Non, en fait, le problème que nous avons, et je m'en suis rendu compte d'autant plus chez OVH, c'est qu'en fait, il nous manque des entreprises françaises intéressantes, des startups qui fassent quelque chose d'utile. On baigne dans des startups qui font des choses faciles à comprendre. Hein. Voilà, on fait de la fintech, on fait du métaverse, on fait de la blockchain. Ouais, on fait facile des à trucs, comprendre. Non, mais c'est grand public. C'est oh là là, ça a l'air Oui. génial. Non, mais c'est le pire, c'est quand on parle aux banques, ils sont ah oui, mais attendez, le métaverse, on va pouvoir faire des chatbots en 3D, c'est génial. Mais Oui. en fait, ça ne sert à rien. Ce dont faute nous avons besoin, ce sont des choses qui améliorent la logistique. Ce sont des choses qui vont améliorer Donc la semaine dernière, j'ai vu une boîte que vous aviez déjà vue sur votre plateau qui s'appelle Biomemory. Oui. Des petits jeunes, des gamins qui sortent de Polytech, ils ont inventé le stockage sur ADN. Bon, des gamins, ils sont plus jeunes que nous. Mais, mais on a plein. Nous avons plein en France de gamins, de jeunes qui sortent de ces écoles d'ingénieurs, qui ont inventé des systèmes absolument géniaux pour améliorer l'industrie, et c'est ce que disait d'ailleurs Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il disait, on est là pour le cloud, c'est de l'industrie. Il faut remettre ça dans l'industrie, et donc il faut que ça serve l'industrie. Il faut arrêter avec les startups qui font du parisianisme Bon, alors Yann, de mondain. Voilà. en exprimant votre désaccord, vous avez également grillé votre cartouche sur l'actu que vous vouliez commenter aujourd'hui, puisque vous l'avez évoqué. Oui. Vous vouliez nous parler donc de biomémorie avec le stockage Mais sur voilà, ADN. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Eh bien, on passe à l'actu d'Alain. Moi, je voulais revenir sur l'annonce d'ailleurs à l'IFA, ailleurs donc le fabricant de lave-linge. L'IFA, c'est l'International Food Ausstellung, donc c'est la grande messe grand public C'est le en Allemagne. CES en Allemagne, on va dire. Plus grand public, Ouais. moins tech. Mais voilà, Enfin. et très très grand. Très très grand. Beaucoup. Et en fait, ils ont annoncé que maintenant, on allait pouvoir non plus acheter son lave-linge, mais louer le package lave-linge, lessive et maintenance. Alors pourquoi je trouve ça intéressant? Parce qu'on est toujours à la recherche de nouveaux modèles économiques. Et vous avez le modèle économique du gars qui vend des machines et puis il essaie de vendre un peu de maintenance. Puis dans 5 ans, il prie pour que le gars rachète la même machine. Et à côté de ça, vous avez des gars qui vendent de la lessive et puis qui passent leur temps à faire de la pub pour que la lessive soit toujours achetée. Et lui, il dit, je verrouille le système en passant en mode abonnement, qui est le mode à la mode depuis déjà un certain nombre d'années. Et donc je trouve ça très très malin. Au passage, il mélange hardware et consommable. C'est la lessive as a service. C'est machine plus lessive as a service. Okay. Machine plus lessive. Et là, je trouve ça extrêmement malin. Alors, ils n'ont pas dit quand est-ce qu'ils allaient le lancer, mais je trouve que c'est un move très intéressant de modèle économique. Bon, allez, je suis sympa. On va quand même redire quelques mots sur, sur le stockage sur ADN. Ou alors, on peut parler de tout à fait autre chose. Parce parce qu'on n'a plus qu'une minute. Hein, on n'a plus qu'une minute. Alors moi, j'ai parlé d'une autre start-up qui, selon moi, en fait, qui est dans le maker, qui n'est pas dans le système économique. Oui. Donc, c'est une start-up que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle ColorGrell. ColorGrell, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont inventé en fait un système sur un iPhone qui permet, avec juste l'iPhone, en fait, de évaluer exactement une couleur. Ils ont comme client L'Oréal, à qui ça rend un énorme service parce que, en fait, L'Oréal, ils vont vous faire un cosmétique, par exemple un rouge à lèvres, rouge, et en fait, quand vous allez l'acheter, la boîte n'est pas le même rouge. Absolument. Voilà. Et alors là, ça arrive. Mais c'est l'horreur, c'est l'horreur. Donc les couleurs ne sont pas les bonnes. Alors pour les alcools et tout, c'est pareil. Et en fait, eux, donc voilà, une start-up française de gens qui réfléchissent, qui sont dans le make, en fait, ont juste alors, comment ça marche? L'iPhone envoie un flash. Non. Voilà. Et le flash, en fait, vous faites une soustraction, vous avez exactement les codes couleurs. C'était tout simple. C'est génial. Et ça, on n'en parle pas. Ça, alors voilà, c'est pas... Et bien là, on en parle. Et ben voilà. Je voulais juste qu'on termine ce débrief sur de belles images de Line. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet. Qui va peut-être prendre forme en Arabie Saoudite et qui est en tout cas un projet porté par le prince héritier d'Arabie Saoudite. Ce serait la ville parfaite du futur, totalement éco-responsable, qui s'étale comme ça sur 170 km de long, mais seulement 200 mètres de large. Hein. Donc on va être tous dans des immeubles serrés les uns aux autres, mais il n'y aura pas de voitures, pas de routes, des espaces verts. Voilà, donc ça c'est le futur tel qu'on nous le vend, en plein désert, éco-responsable. Voilà, à suivre et surtout sur aussi toutes les données qu'on va pouvoir partager dans cette ville qui sera hyper connectée, bien entendu. Les Coréens ont fait pareil, pardon, et la ville est toujours vide. Hein. Bon, peut-être tant mieux, je ne sais pas. Juste après la pause, c'est une interview avec un autre projet à découvrir dans Smart Tech.